Très bien. Merci. Bertrand Schatz, donc vous êtes directeur de recherche au CNRS. Donc, Oui. voilà, donc le monde de la recherche, là, c'est organisé pour travailler sur les pollinisateurs. Et donc, nous, on a envie de savoir un petit peu comment vous vous coordonnez, comment vous travaillez avec des espaces protégés. Vous le faites déjà, on a déjà des programmes au monde de la recherche et des réserves naturelles. Mais vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette organisation et les liens donc, avec le réseau des réserves naturelles. Donc, je vous donne la parole. Donc, vous avez 20 minutes. Oui, merci. Donc, moi, effectivement, je ne vais pas vous présenter un groupe particulier ou faire un focus sur des résultats. Je vais plutôt vous présenter comment se fédère la recherche autour de cette question des pollinisateurs et de la pollinisation. Alors, voilà, donc je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est urgent d'agir. On voit là sur ce schéma qu'on est dans une phase de défaunation, de diminution massive de la faune en général, et les insectes et les pollinisateurs n'y échappent pas. Donc on voit que si on continue sur une... Vous voyez bien mon écran, hein? Alors, parce que là, je vois que vous... Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, mais on ne voit pas la présentation là. Alors, attendez. C'est l'écran d'un autre. Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre partage son écran. J'ai l'impression que c'est l'organisation qui partage son écran. Oui, en effet, c'est le contrôle du chat. Voilà. Alors, je reviens à ma première. Est-ce que vous voyez là? Oui. Voilà, merci. Donc, je bascule sur la deuxième. Voilà, je disais que donc, là, on est dans une phase de défaunation, de déclin massif de la biodiversité, avec cette courbe là où si on continue comme ça, on est dans le gris avec des milieux qui se vident, des milieux où on n'a plus que des espèces banales. Si on fait un effort de conservation, on voit qu'on arrive à minimiser un peu ces effets-là et qu'on limite un peu la casse, on va dire, et qu'on arrivera juste à rattraper... Désolé de t'interrompre. Est-ce que tu peux mettre en grand écran, s'il te plaît? On voit ta diapositive suivante et ta principale assez petite. Alors... C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Super. Donc voilà, si on fait que des efforts de conservation, on arrive à limiter la casse, mais il faut vraiment combiner des efforts de conservation avec une production plus soutenable, une consommation plus soutenable. Donc on a en tête là, la publication des Allemands là, qui a fait grand bruit là, sur ce déclin massif en termes de biomasse des insectes. Un déclin avec une courbe linéaire où on voit bien le moment où ces courbes vont rejoindre le zéro et cet aspect linéaire nous gêne un peu. On n'imagine pas zéro insecte, mais on est tous conscients du déclin massif d'insectes. Pour ce qui est des pollinisateurs, comme l'a dit Hugues, comme l'ont dit un peu les autres présentations, on est bien au fait des principales causes, c'est-à-dire à la fois des pesticides, tout ce qui est biocides, tout ce qui est insecticides, néonicotinoïdes. Ça, c'est un problème vraiment très important. Il faut déjà passer par là avant d'espérer conserver tout ce petit monde. Ensuite, il y a les changements paysagers, la réduction de la ressource florale. La ressource florale, en termes d'approvisionnement en pollen, en nectar, en diversité de ressources florales, c'est également le deuxième aspect très important. Et puis, à mon sens, les effets pathogènes, parasites, changements climatiques, qui montent quand même, et les espèces exotiques envahissantes sont des problèmes à un moindre degré.
Et dans tout ça, ne pas oublier que les réponses vont être dépendantes de chaque espèce. Les menaces vont cibler spécifiquement ces différentes espèces. Et donc, on aurait des réponses différentes en fonction de la vulnérabilité des espèces, en fonction de leur degré de spécialisation. Alors, personne ne l'a montré, donc j'en profite. Donc, sur les abeilles, on a cette liste rouge des abeilles sauvages, donc qui montre que déjà, on a un gros besoin de connaissances puisqu'il y a plus de 50% des espèces qui sont mal connues à l'échelle européenne. On est en connaissance insuffisante. La deuxième information, c'est que la proportion des abeilles menacées à l'échelle européenne, elle est en gros de 9%, mais on passe à 25% si on fait un focus sur les bourdons. Et puis, ça, c'est la liste rouge à l'échelle européenne. Il y a plusieurs pays qui ont fait leur liste rouge nationale. Alors, ne cherchez pas dans la liste. La France n'a pas encore fait sa liste rouge nationale, mais on a bon espoir d'y parvenir pour la France en combinant des financements du ministère et j'espère de l'OFB. Je voulais vous dire aussi qu'il n'y a jamais eu autant de rapports sur le déclin des pollinisateurs. Donc, évidemment, il y a le rapport à l'échelle mondiale de l'IPBES. Donc ça, c'est une plateforme intergouvernementale, c'est-à-dire que les gouvernements interviennent à la fois au début dans la nomination des experts et à la fin dans la validation des documents. Et même si c'est évident qu'il y a un déclin des espèces, mais des pays comme l'Allemagne freinent des cas de fer pour dire que les pesticides posent problème, par exemple. À l'échelle française, c'est la FRB, donc qui est le contact, le point focal, comme on dit, de l'IPBES. Et donc, la FRB, de façon intéressante, n'a pas cherché à faire un copier-coller de ce rapport à l'échelle nationale, mais plutôt à identifier toute une série d'initiatives en faveur des pollinisateurs. Et je pense que c'est un peu tout un rassemblement d'idées, d'initiatives qui peut inspirer les différentes actions dans les aires protégées. Et puis, bien évidemment, on a le plan national d'action en faveur des pollinisateurs, donc sur la période 2016-2020, qui a un peu initié, qui a eu des problèmes de démarrage, mais qui a initié cette dynamique autour des pollinisateurs, et qui, là, en cette année 2020, voit émerger tout un tas de déclinaisons régionales de ce PNA, donc des déclinaisons sous forme de PRA. Et donc, le futur PNA sera bientôt rédigé, je vous en reparlerai. Et puis, il n'y a jamais autant d'ouvrages de vulgarisation aussi sur les opérations de gestion en faveur des pollinisateurs. Donc ça, je vous invite vraiment à vous fournir ces documents qui, en général, sont libres d'accès sur différentes zones de l'environnement, sur les bords de route, sur les carrières, sur les villes. Il y a tout un tas d'autres milieux. Je vous invite aussi à découvrir des initiatives régionales, et notamment celle qui a lieu en Nouvelle-Aquitaine, où il y a des conseils en termes de revégétalisation ou de végétalisation à vocation écologique et paysagère, donc avec une attention particulière sur les pollinisateurs. Alors, qu'est-ce que la recherche fait dans ce contexte général assez morose? On se fédère. Et ça peut vous paraître un peu anodin, mais c'est la première fois que la recherche nationale se fédère autour de la question de la pollinisation et des pollinisateurs. Donc, vous avez déjà entendu ce mot GDR Pollinéco. En fait, ça veut dire un groupement de recherche. Et notre thème, c'est pollinisation, réseau d'interaction et fonctionnalité des écosystèmes. Alors, la carte des laboratoires est à compléter depuis sa création. On a un peu plus de laboratoires dans l'Ouest. Et maintenant, actuellement, on est à 160 chercheurs et doctorants et techniciens ingénieurs issus de 37 labos à l'échelle nationale, mais ça concerne aussi la Belgique et la Suisse. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'on soit autant à travailler de chercheurs sur la pollinisation. J'imaginais à peine la moitié. Et donc, je suis très content de pouvoir rassembler, de pouvoir fédérer tous ces chercheurs. On a un cofinancement du CNRS et du ministère de la Transition écologique. Je vous dis ça parce que c'est pour vous montrer l'importance un peu de la perception par les instances à l'échelle nationale de l'importance de ce groupement de recherche.
Et donc, notre objectif premier, c'est vraiment de fédérer la recherche nationale sur les pollinisateurs et la pollinisation. Et donc, on se positionne comme l'interlocuteur scientifique autour de ces questions de recherche sur la pollinisation des pollinisateurs. Donc, on est en collaboration, on tient vraiment à être à pas être des chercheurs perchés dans leur tour d'ivoire, mais vraiment à collaborer avec le maximum d'organisations concernées par cette problématique des pollinisateurs. Et donc, évidemment, l'OFB, le ministère, j'ai mis 2 fois l'OFB, tiens, et la FRB, le PNA pollinisateur en lien avec le PNA messicole, évidemment, l'UMS Patrinal, comme l'a dit Pascal, différents types d'aires protégées, des sociétés savantes, Observatoire des abeilles, Arthropologia, l'OPI, etc. J'oublie certainement du monde. Juste pour vous indiquer comment on s'organise, on a 5 axes que vous voyez avec des responsables, des animateurs d'axes. Donc, on a un premier axe sur les plantes, donc les traits floraux et les stratégies de pollinisation. Un deuxième sur vraiment l'écologie des pollinisateurs. Et là, vous retrouvez peut-être des noms de spécialistes. Donc, ces 2 premiers axes sont centrés sur les espèces. Donc, mieux connaître les espèces impliquées dans la pollinisation. Le troisième axe, c'est plutôt sur les interactions et sur les réseaux d'interaction. Comment on construit ces fameux réseaux d'interaction. J'en reparlerai un petit peu après. Et puis ensuite, on a 2 axes sur les écosystèmes, sur une approche plus opérationnelle. Donc, un axe 4 sur les changements globaux et la conservation des pollinisateurs. Et puis un axe 5 sur l'agronomie et les services écosystémiques de pollinisation, avec des axes transversaux sur l'évolution des espèces et la modélisation des interactions plantes-insectes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de vous sélectionner ce qui pourrait vous intéresser dans les actions du GDR Pollinéco. D'abord, à partir de cette année 2020, on a mis en place avec l'OFB 2 formations qui sont ouvertes aux agents de RNF. Donc, on a fait une première série, et là, donc une première formation sur l'identification des principaux pollinisateurs. Ça vous permet de dégrossir un petit peu qui est quoi et comment je fais pour trier mes pollinisateurs. Et une seconde formation sur les enjeux de conservation et sur les mesures de gestion en faveur des insectes pollinisateurs. Il n'y avait pas d'agent RNF à ces 2 premières formations et je vous invite vraiment à vous inscrire sur les formations OFB, c'est les anciennes formations Athènes. Voilà. Une deuxième action, c'est d'essayer de mettre en place cette liste rouge d'abeilles sauvages à l'échelle nationale. Donc, on y travaille avec le ministère et l'OFB. On a bon espoir d'aboutir pendant notre période de financement. Et Véronique m'a indiqué également qu'il y avait une intention de faire une liste rouge sur les CIRF, alors plutôt à l'échelle européenne, mais à voir si c'est possible de la faire à l'échelle nationale. Une autre action, c'est d'organiser des journées thématiques. Là, alors, on a fait une journée sur la pollinisation et l'urbanisation début novembre de cette année avec l'asso Arthropologia. C'était très intéressant et c'est des journées thématiques qui sont ouvertes à tout le monde, à qui est intéressé. Et on était assez nombreux. Donc là, c'est toute cette problématique sur les pollinisateurs en ville. Mais quelque chose qui risque de vous intéresser plus sur l'année qui arrive, qui j'espère sera un peu meilleur. Le thème de cette journée serait la pollinisation dans les aires protégées. Alors en mêlant parcs nationaux, PNR, RNF, Natura 2000, etc. Mais de savoir comment on peut faire des retours d'expérience entre aires protégées pour favoriser ces pollinisations et ces pollinisateurs. Et puis, Hugues l'a dit dans son intervention, on est aussi impliqué dans CAP-POL, c'est-à-dire le collectif d'acteurs autour de la pollinisation, et notamment pour porter le futur PNA pollinisateur. Donc là, on est en train de réfléchir à comment actualiser les différentes actions des pollinisateurs. Ce serait un PNA qui serait sur 10 ans et non plus sur 5. Donc, il y aura un rapport intermédiaire qui nous permettra de réorienter nos actions. Mais c'est très important pour nous d'avoir des retours sur votre perception du premier PNA pollinisateur pour optimiser le second PNA pollinisateur. Et l'idée d'être à 4, c'est de pouvoir se compléter et avoir une action complémentaire et plus efficace. Voilà, donc je vais vous reprendre un petit peu axe par axe ce qu'on fait et qui peut vous intéresser. Donc sur le premier axe, donc, qui concerne plutôt les plantes, on est en train de construire une base de données sur le pollen et le nectar
puisqu'évidemment, la spécialisation des différents pollinisateurs dépend de ces ressources alimentaires principalement. Et donc, par exemple, sur les abeilles, on sait que tous ces lectismes-là, toutes ces préférences alimentaires dépendent de la composition du pollen. Donc, sur le pollen, on a une composition qui est variable entre espèces végétales, variable en termes de protéines, de sucre, de vitamines. Mais au final, on n'a pas une vision globale sur quelle est parmi la flore de France, quelles sont les espèces qui produisent beaucoup de nectar, qui produisent du nectar riche en protéines, en sucre, en vitamines. Donc, on est en train de travailler là-dessus, sur l'acquisition de ces informations et de créer une base de données. Sur le nectar, c'est plus difficile, c'est assez variable selon l'humidité du sol, donc avec ces problématiques de changement climatique, ça amène de grosses variations et évidemment, c'est variable entre les espèces. Un autre point, juste, je ne vous montre pas le résultat, mais on suit aussi, on fait beaucoup de travaux sur l'évolution des changements de communautés végétales qui tendent vers une homogénéisation, c'est-à-dire une disparition des espèces rares, des espèces spécialisées, une évolution des caractères floraux avec des espèces comme le bleuet qui augmentent la taille de leur corolle pour être plus attractifs. Et puis une évolution sur les réductions de quantité de nectar, sur la contamination du nectar par différents types de polluants. Au niveau de l'écologie des pollinisateurs, on en a parlé et c'est une petite piqûre de rappel pour David. C'est-à-dire qu'on on a pour objectif de créer une base de données de traits écologiques pour toutes les abeilles de France. Donc là, c'est entre 50 et 60 caractères écologiques pour chaque espèce. Donc, mine de rien, ça fait quand même, si on prend 60 colonnes et qu'on a 1000 lignes qui correspondent à chaque espèce qu'on a en France, ça fait un tableau à 60 000 cases. Donc, énorme merci à David pour remplir cet énorme tableau qui servira vraiment à tout le monde. Donc, dans ces caractères écologiques, il y a de la taxonomie, de la morpho, il y a les préférences alimentaires, les sites de nidification, c'est super important pour avoir des modes de gestion adaptés sur le nombre de générations par an, sur les périodes de vol, etc. Donc, les applications de cette base de données, des traits de vie, des traits écologiques, elles sont importantes pour nous en termes de recherche, mais aussi pour vous, j'imagine. C'est-à-dire à la fois avoir une idée de la typologie des grands groupes écologiques. Comment on peut grouper un peu ces différents types d'écologie de pollinisateurs, d'écologie d'abeilles. Comme l'a dit David, on aimerait tendre vers une capacité de prédiction de communautés d'espèces, un peu un équivalent de Sirvenet, un peu un Bisionet, pour essayer de prédire les espèces qui sont présentes dans un site en qualifiant les habitats. Et puis, en complément de ce qu'a dit David, peut-être avoir une application intéressante. En général, les aires protégées ont une bonne connaissance de la flore, mais évidemment très peu des abeilles. Et donc, l'idée, ce serait d'inverser le tableau avec ses préférences alimentaires et de définir quelles sont les plantes qui sont support à spécialisation et d'avoir une nouvelle perception de la flore comme support à la conservation des abeilles. Par exemple, qui se préoccupe de conserver la bryone ou la campanule pour préserver des espèces qui sont spécialisées sur ces espèces. Le troisième axe, il concerne les réseaux d'interaction de pollinisation. Alors ça, je vous invite à participer à la deuxième réunion de RNF qui aura lieu le 27 janvier, l'année prochaine. Donc voilà, on voit un réseau ici, un exemple avec à gauche des plantes, à droite des abeilles, et on voit que chaque trait relie deux espèces, chaque trait symbolise une interaction. Ça nous permet de visualiser en gros un réseau sur un site. Plus il est diversifié, plus il est résilient. Donc, ça apporte une info sur ce point-là. Ça permet d'identifier les principales interactions. Par exemple, on voit ici que les andrènes vont visiter beaucoup les crépisses, que les lasieux vont visiter beaucoup les picris. Par contre, que le thym rassemble attire beaucoup d'insectes, mais il n'y a pas vraiment un insecte qui est spécialisé sur le thym. Voilà, on a une vision un peu globale et ça permet de déterminer un peu des plantes qui sont très attirantes, qui sont les plus attractives dans notre milieu. Ça permet aussi de déterminer les compétitions. On peut par rebond dire qu'un andrène va être en compétition avec, je ne sais pas, des lasioglossums pour accéder aux crépisses. Donc ça, c'est important voilà, en termes de compréhension de la dynamique de ces réseaux. Les plantes très attractives, j'en ai parlé, mais je vous rajoute aussi l'impact des abeilles domestiques. On voit ici, on n'est pas obligé
sur ces graphes de droite, on voit déjà qu'on n'est pas obligé d'identifier très finement les pollinisateurs pour mesurer la compétition par les abeilles domestiques. On peut dire par exemple les abeilles solitaires, en distinguant des petites et des grosses abeilles, des bourdons, des diptères et d'autres groupes. Et on voit que même quand il n'y a pas de ruches, il y a un petit peu d'abeilles, mais alors quand il y a des ruches, il y a énormément d'abeilles qui prennent de la place et qui rentrent en compétition pour l'accès aux fleurs avec les autres pollinisateurs sauvages. Juste un petit focus aussi sur les pollinisations spécialisées, puisque les pollinisations spécialisées, c'est des interactions qui sont cibles des menaces actuelles par les changements globaux, puisque quand on est spécialisé, en fait, on dépend, on a une vulnérabilité propre avec ses caractères écologiques, mais on va avoir une vulnérabilité qui est associée à la plante sur laquelle on est spécialisé, et puis on va avoir une vulnérabilité dans l'interaction entre la plante et l'abeille. Il y a ici, je vous prends par exemple le cas de la pollinisation des orchidées du genre Ophrys, qui est mon groupe un peu préféré, donc, où ce petit schéma humoristique vous montre que, en fait, quand la situation, c'est que la femelle n'est pas présente, émerge un peu plus tard que le mâle d'insecte, et le mâle va se retrouver en présence d'une pseudo-femelle et va être attiré par ces pseudo-femelles qui va contribuer à polliniser. On voit les polliniers sur les images de droite. Et donc, là, ici, je vous montre un graphe où on a, pour illustrer cette rupture d'interaction, ce risque de rupture d'interaction de pollinisation par divergence phénologique, c'est-à-dire que les pollinisateurs ne vont plus rencontrer les fleurs. On a un risque de déconnexion de phénologie. Donc ici, on a la situation, c'est une situation avec une espèce où, en vert, on voit la période de floraison de l'orchidée en 1700, et on voit que l'orchidée fleurissait avant l'émergence des abeilles. Et donc, on est bien dans cette situation où les mâles se retrouvent seuls avec les fleurs. Mais ces chercheurs ont continué de suivre, en fait, c'est les premières suivies de Darwin en 1700, qui se poursuivent qui ont été poursuivis par les Anglais jusqu'en 2000. Et on voit que progressivement, la période de floraison des orchidées diminue, enfin, se fleurit de plus en plus tôt, mais on voit que l'apparition des femelles est aussi de plus en plus tôt, mais de façon beaucoup plus rapide. Ce qui fait que le mâle, actuellement, il se retrouve déjà en présence de sa femelle, et il a beaucoup moins d'opportunités de se retrouver seul avec les orchidées. Et donc, il y a une réduction des dates d'émergence des mâles et des femelles, donc il y a moins de temps pour polliniser l'orchidée, et il y a beaucoup moins d'opportunités pour la polliniser. Et donc, on voit que le mâle, il va s'orienter vers la femelle, ce qui est normal, ils vont faire leur affaire, mais du coup, là, on risque d'avoir des disparitions de pollinisation de cette orchidée, donc des risques de disparition de ces espèces. Sur les changements globaux et sur la conservation, un autre résultat par l'équipe de Colin Fontaine au Muséum, qui a été publié dans une grosse revue. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste considéré les inventaires, OK pour la petite cloche, les inventaires naturalistes auxquels vous avez sûrement contribué. Donc, 20 millions de données naturalistes, comparé ces données entre 1960 et 2016. Et globalement, ce qu'ils ont observé, c'est que les pollinisateurs sortent plus tôt sur ces 50 ans, donc 6 jours plus tôt, et un peu moins longtemps. Alors évidemment, il y a beaucoup de variations entre espèces. On voit toutes les courbes à chaque petit histogramme à l'intérieur du rond représente une espèce. Il y a des divergences entre les groupes coléo, hyméno, tout ça. Mais globalement, les pollinisateurs sortent plus tôt. Au niveau des changements globaux et de la conservation, toujours, j'en profite pour vous parler d'une enquête sur les actions en faveur des pollinisateurs dans les aires protégées qu'on mène avec les parcs nationaux PNR et RNF, donc RNN et RNR, national et régional. C'est une enquête qui a pour but de déterminer quel est l'état des lieux sur l'appropriation de cette question des pollinisateurs dans les aires protégées. D'identifier les blocages, d'apporter des solutions, de favoriser les retours d'expérience. Donc, je vous invite à répondre, je vous incite vraiment à répondre à cette question, puisque c'est comme ça qu'on va identifier les problèmes et faciliter les leviers. Une autre démarche, c'est une démarche qui va démarrer la semaine prochaine, la création du label territoire accueillant pour les pollinisateurs, donc qui va
où vos réserves naturelles vont pouvoir prétendre à ce label. Donc, on est en train d'établir le cahier des charges pour respecter ce label et pouvoir y prétendre. C'est une réflexion qui implique toutes ces structures. Et ça va vraiment permettre d'identifier les territoires accueillants et de pouvoir inciter à devenir accueillants. Voilà, un dernier point sur l'axe agriculture et services écosystémiques qui vous intéresse un petit peu moins, j'imagine, mais parce qu'en fait, dans ce service écosystémique, ils sont toujours évalués en termes de production agricole. C'est facile de dire voilà, combien on a gagné d'argent et combien, à quoi, sur une culture qui dépend des pollinisateurs, et donc à quelle somme d'argent on peut associer le coût de la pollinisation. Mais en ce moment, on est en train de réfléchir à étendre un indice, à créer un indice de services écosystémiques pour les milieux naturels. Alors, c'est vraiment pas simple, que c'est pas toujours simple d'établir le niveau de pollinisation des plantes en milieu naturel. Mais on cherche des proxys, des façons détournées d'établir ce service écosystémique en milieu naturel. Alors, peut-être avec des pollinomètres, c'est-à-dire des plantes modèles où on suit le taux de pollinisation. Alors, on peut suivre une ou plusieurs plantes modèles. Essayer de voir un peu, de qualifier quelle diversité de pollinisateurs on a et quel taux de pollinisation on peut avoir sur ces plantes modèles. On peut essayer aussi d'avoir une quantité ou une qualité de miel produit sur un site. Mais ça signifie d'autres problématiques. Et puis au final, on peut se demander à quoi servent ces services écosystémiques et à quoi ça sert de les évaluer. Ça date du Millennium Ecosystem Assessment de 2005. Et maintenant, les rapports IPBES sont plutôt basés sur des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire vraiment une interaction entre nature et anthropocène. Oui, j'y arrive. Pour trouver des solutions fondées sur la nature, des solutions écologiquement intéressantes et qui résonnent en termes de fonctionnalité écologique. Voilà, donc les messages à retenir, c'est que le GDR Pollineco a fédéré la recherche française sur la pollinisation et l'étude des pollinisateurs. On produit des travaux scientifiques et on assure une veille bibliographique collective. Donc, n'hésitez pas à nous demander qu'est-ce qu'on sait, quel est l'état de notre niveau de connaissance sur une question, sur l'écologie d'une bête, sur qu'est-ce qu'on sait sur les modes de gestion, qu'est-ce qu'on sait sur la façon de mieux conserver ces insectes. On développe vraiment une diversité d'actions à l'échelle nationale en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation. Je vous en ai montré quelques-unes, mais on est vraiment ouvert à toutes les initiatives et à apporter une aide scientifique sur tous vos questionnements et vos initiatives. Et donc, on est vraiment ouvert aux interactions, aux échanges entre recherche et aires protégées comme RNF. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et voilà, normalement, Adrien vous diffuse toutes les informations. Merci à vous. Merci Bertrand pour votre intervention. Donc, on voit qu'avec le GDR Pollineco, on a un vrai interlocuteur. Et bon, je ne peux pas répondre à la place des gestionnaires, mais je suis assez optimiste sur le fait qu'on sera nombreux à répondre à la requête sur les actions en faveur des pollinisateurs. Je regarde les questions, des petites mains qui se lèvent ou pas. Adrien, tu ne voulais pas lever une main? Sinon, au niveau du chat, je ne sais pas. Oui, j'ai une petite question sur ce label. Alors, j'avais d'autres questions, mais concernant les interventions sur les CIRF et les Ampidides, mais donc sur celle de Bertrand, le label dont tu parles, c'est un label qui concerne l'ensemble du territoire, c'en est où dans les réflexions? Il y en a en fait, c'est pour faire un petit peu le pendant de Apicité, où là, ça concerne les communes urbaines, mais il n'y avait pas de labellisation pour ce qui est en dehors des villes. Il n'y avait pas de labellisation globale des territoires, des milieux plutôt naturels. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse labelliser un territoire plus ou moins grand. Ça peut être un département, ça peut être une réserve naturelle, ça peut être un PNR, ça peut être une communauté de communes. Et l'idée, c'est d'avoir un cahier des charges commun qui permette de standardiser ce label
Et donc, voilà, et l'idée, c'est aussi d'inciter à accéder à ce label et d'avoir un peu comme ce que proposait Hugues au début, c'est d'avoir une démarche à l'échelle nationale pour vraiment connecter les milieux avec des territoires qui respecteraient ce label. Laurent, peut-être? Il y a une question de Jérôme Bussière du PNR des Grands Cosses sur l'existence de travaux de recherche sur l'évolution de la disponibilité en pollen et en nectar, notamment en période estivale. Merci Jérôme pour cette question. C'est difficile d'y répondre. Difficile parce que déjà ça varie énormément au cours de l'année. On voit les périodes de canicule qui augmentent et donc on peut imaginer la diminution des ressources de nectar. Par exemple, il y a des orchidées qui sont comme des épipactis qui sont réputées comme nectarifères et qui en été ne produisent plus de nectar parce qu'il n'y a plus de ressources en eau au niveau du sol. Et c'est le cas pour vraiment beaucoup d'espèces. Il n'y a pas de carte. Alors, il y a eu des travaux qui simulent la présence de nectar en Angleterre. C'est une grosse étude à l'échelle nationale en Angleterre, mais il n'y a pas encore l'équivalent à l'échelle nationale. On est vraiment sur une grosse variabilité pour le nectar. Pour le pollen, c'est un peu plus régulier. Là, il s'agit plutôt de la présence des plantes et de l'efficacité du pollen. Par contre, il y a certaines études qui montrent que le pollen devient inefficace à la pollinisation au-dessus de 40, 42, 45 degrés selon les espèces. Le pollen peut résister très bien au froid, mais très mal au chaud. Et donc là, il y a des périodes de canicule qui risquent d'avoir des impacts assez importants sur les espèces estivales. Mais on y travaille. Merci.